Romain, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Nous sommes à la veille du 14 juillet. Dès ce soir d'ailleurs, on sera un peu sous tension parce que le ministère de l'Intérieur a mobilisé 45 000 policiers et gendarmes pour chacune de ces deux soirées. 135 000 au total en comptant les journées. C'est un énorme dispositif. On voit même ici et là des feux d'artifice annulés, des festivités suspendues. Dans quelle France sommes-nous ? Effectivement, on peut légitimement se poser la question, vous avez bien raison. La fête nationale, c'est la fête de tous les Français. Et moi, je pense qu'à ce titre-là, il faut préserver cet hommage que l'on rend à la nation dans son ensemble, et aussi, par ce biais-là, à nos forces de l'ordre et à nos militaires, à notre armée. Et d'ailleurs, c'est très important de le rappeler, parce que certains voulaient démilitariser notre défilé militaire. On se souvient d'Eva Joly qui voulait plus de défilé du 14 juillet. Exactement. Donc c'est vraiment un moment d'union nationale pour montrer cette manifestation que nous avons à l'égard de la France tout entière, et notamment l'hommage que l'on rend à notre armée. Pour certains, c'est obsolète, c'est ringard. À part la Russie et quelques autres pays, il n'y a plus personne qui fait de défilé militaire. Eh bien écoutez, moi j'y crois. Moi je suis dans une ville militaire, à Saumur, et on a la chance d'avoir les écoles militaires. Et moi je crois que c'est un moment où on doit être à leur côté et leur rappeler que nous sommes vraiment derrière leurs actions, parce qu'ils défendent notre sécurité sur le territoire national, comme vous le rappeliez, et à l'extérieur, dans les opérations extérieures. Donc c'est fondamental. Après, la situation, j'espère qu'elle ne se dégradera pas plus qu'elle ne s'est dégradée ces derniers jours. Et j'espère que le gouvernement en a tiré les conséquences. Il a demandé aux forces de l'ordre d'intervenir très massivement après les émeutes, ce qui a peut-être un peu atténué la situation, notamment dans les banlieues. J'espère que ce soir, la politique qui sera mise en place permettra de garder et de maintenir la sécurité pour chacun des Français. La sécurité, l'ordre républicain, la fermeté, ça devient un impératif, une priorité de ce quinquennat ? Mais ça a toujours été. Si un État ne fait pas preuve d'autorité, que fait-il ? L'État, il n'est pas là pour gérer le quotidien. L'État, il est là pour marquer qu'il y a des règles à suivre, il y a des impératifs à maintenir, et donc il doit mettre le régalien en relation, et il doit mettre à exécution ses décisions et faire respecter les règles qui sont les nôtres, qui sont en fait des règles de savoir-vivre, de vivre ensemble, qui sont juste fondamentales. C'est finalement la même chose dans une famille. Une famille, c'est le cœur de la société. Vous avez des règles à suivre. L'éducation fait partie de ces règles fondamentales. C'est pour ça qu'on a raison de remettre la parentalité au cœur de ce combat. Ah mais bien sûr. Responsabiliser au-delà de la les parents. parentalité, le rôle primordial de la famille. On a déconstruit depuis de longues années la famille, en considérant qu'il n'y avait pas de modèle familial, que toutes les familles se valaient, que finalement une famille, c'était pas un homme, une femme, c'était un peu tout, sans avoir un modèle qui rappelle que vous avez des parents qui ont des enfants, et que ces parents ont une responsabilité, c'est d'élever leurs enfants. Et cette responsabilité parentale, elle doit exister, et il faut la rappeler. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de responsabilité parentale, vous avez une éducation, des écoles qui sont défaillantes, et une autorité de l'État qui n'existe plus. Donc les enfants sont perdus, et ça donne le résultat que l'on connaît. Les émeutes sont générées par des mineurs, 12, 13, 14, 15 ans, qui, à 2h du matin, jettent des tirs de mortier. C'est complètement hallucinant. Les LR ont porté un amendement pour augmenter de 3 000 le nombre de places de prison qui doivent être construites d'ici 2027. On devait en faire 15 000, on va en faire 18 000. Quel est le signe que veulent envoyer les Républicains ? Ah mais nous, on l'a dit. L'État doit marquer son autorité. Marquer son autorité, c'est-à-dire rappeler des règles, et ensuite avoir des sanctions. Et la prison est une sanction qu'on ne peut pas exclure. Enfin, ça reste moderne. La prison reste un moyen qui permet de réfléchir à l'action qui a été générée. Et en l'occurrence, la prison, oui, est un moyen qui permet de se reprendre par rapport à une infraction que l'on a commise. Et donc, ça doit donner l'occasion à la société de permettre à un Français de se racheter. Donc, la peine de prison est nécessaire, mais il faut pour autant réfléchir à la réintégration dans la société à l'issue pour éviter la récidive. Et là aussi, il y a une faillite. Il y a la prison qui nécessairement doit marquer un coup d'arrêt à des agissements, mais ensuite, il faut penser à la réinsertion et à la prévention de la récidive. Le président de la République ne parlera pas lors de ce 14 juillet, alors qu'il avait dit qu'il ferait le bilan des fameux 100 jours pour l'apaisement. Ça vous choque, ça vous déçoit ? Ah non, pas du tout. J'attendais absolument pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les Français attendaient la parole présidentielle, parce que ces 100 jours que vous dites d'apaisement, on voit bien à quel point ils ont bien fonctionné. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne disent rien. Plutôt que de parler, il vaut mieux agir.
Et donc, qu'ils prennent des vraies mesures pour les Français. Et ils leur en sont reconnaissants. Mais ça ne sert à rien d'avoir une parole de la même manière qu'Elisabeth Borne ce week-end, qui nous explique que finalement tous les plans gouvernementaux sont lancés, tout va bien dans le pays, circulez, il n'y a rien à voir. Il y a une coupure complète entre cet exécutif et l'opinion et la France telle qu'elle est, telle que vous la voyez, vous, en c'est Maine-et-Loire. l'archétype de la technocratie, de la bureaucratie que détestent aujourd'hui les Français. Ce qu'ils veulent, c'est des politiques qui soient à leur côté, sur le terrain, et qui surtout prennent des décisions, prennent mettent en place des dispositifs qui répondent concrètement à ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, moi, très clairement, comme député qui suis amené à venir à Paris et à revivre chez moi, j'ai l'impression de vivre dans deux mondes. Deux mondes séparés. Néanmoins, des actes, des faits, des textes utiles. Le Parlement vote malgré la situation politique compliquée. Près de 40 textes ont été votés. C'est pas nul. Mais voter, à quoi ça sert de voter si on n'évalue même pas nos dispositifs? Moi, aujourd'hui, même si je suis parlementaire, je ne pense pas qu'il faille continuer à voter inlassablement des textes qui finalement donnent une impression d'agir, mais ne résolvent rien. Moi, j'ai une mission, c'est de voter la loi, certes, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et là, le Parlement est défaillant. Et là, aujourd'hui, le Parlement n'arrive pas à pointer les défiances et les déviances de ce gouvernement, et les défaillances plus exactement. Donc il faut que le Parlement prenne l'ampleur de sa tâche, qui est le législatif, et le contrôle de l'exécutif. Ça se fait comment? On débarque dans les ministères, on demande des pièces, on interroge les ministres? On demande des comptes aux ministres. On a des semaines dédiées au contrôle de l'action gouvernementale, on a des commissions d'enquête, on a des moyens de mission d'information, on a le moyen de travailler, d'aller demander des comptes au ministère. Et c'est ça aussi notre rôle. C'est pas de voter des lois pour voter des lois et faire la une des journaux parce que après avoir voté l'article 1 d'une nouvelle proposition de loi ou d'un nouveau projet de loi, on a fait tout pour les Français. Non. Comment aujourd'hui sont appliquées nos lois? Je pense que notre arsenal juridique est complet. Mais on l'applique mal. On l'applique mal, voire parfois pas du tout. Le président parlera quand même, mais dans quelques jours. Est-ce qu'un remaniement, vous l'attendez comme une sorte de coup d'accélérateur pour relancer une action? Non, mais un remaniement, c'est finalement un remodelage de casting. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut une vraie politique gouvernementale. Et une fois que cette politique gouvernementale est déterminée, que les Français savent précisément le cap qui a été fixé, il y a effectivement la mise en place d'un casting. Et ça, c'est pas le 25 juillet qu'on va le faire, ça? Moi, je pense que en plein milieu de l'été, c'est pas forcément opportun. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des vraies problématiques aujourd'hui au sein du gouvernement. Et notamment à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Là, il va falloir quand même que les choses soient bien claires. Alors, est-ce que la politique développée et mise en place par Pape Ndiaye est celle que porte Emmanuel Macron? Les derniers propos qui ont été les siens marquent combien il est un tenant de l'idéologie au sein même de l'éducation nationale, ce qui est quand même particulièrement dangereux. Donc, est-ce que cette stratégie idéologique est partagée également par le gouvernement et par Emmanuel Macron? Alors, c'était sur Radio J, Pape Ndiaye a dit CNews et Europe 1 sont d'extrême droite, c'est des médias qui font mal à la démocratie. Vous avez réagi, vous, avec beaucoup de vivacité sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça vous a tant choqué que ça? Mais parce que c'est pas un ministre de tenir de tels propos. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'à la fois, on essaye de stigmatiser tout média qui essaie finalement d'ouvrir des débats. En fait, aujourd'hui, tout ce qui ne va pas dans un même sens dérange. Chez CNews, j'ai déjà fait des plateaux de télévision, j'avais des personnes tout à fait différentes à moi, et donc on débattait sur le plateau, et c'est la richesse. Même si la chaîne a une ligne très dure elle-même. Ben, ils ont une ligne. Mais ils ont une ligne de débat. Et les journalistes qui font leur travail sont importants pour vivre ce débat. Mais au-delà de ça, quand on est ministre de l'Éducation nationale, quand on voit son action au sein du ministère, quand on est à la tête d'une institution telle que l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit permettre de développer chez nos enfants un esprit critique. Et donc entendre un ministre de l'Éducation nationale nous dire ici, là, dès qu'on dit différemment, on a des problèmes, et donc on est d'extrême droite, donc il vaut mieux pas de vague. On dit tous la même chose, et donc les enfants aujourd'hui ne réfléchissent plus, n'arrivent plus à discerner, et finalement, ça nivelle le niveau par le bas, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de jour en jour, d'année en année, nos classements baissent. Parlons un peu des Républicains. Hier, à votre place, nous recevions Nicolas Forissier qui nous disait « Il faut un pacte de stabilité, une alliance LR majorité présidentielle ». Et il nous disait « Ma cause progresse dans le groupe parlementaire, je vais y arriver ». Qu'en pensez-vous? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ces calculs n'ont vraiment pas lieu d'être. La réalité, c'est que le cœur de la démocratie est aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Et qu'à l'Assemblée nationale, on a des gens qui ont des avis politiques différents. Et si on veut agir, il faut qu'on arrive à trouver des moyens d'avoir des alliances. Alors c'est quoi ça? C'est une majorité texte par texte et puis... Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que sur la réforme des retraites, nous avons pris nos responsabilités. Nous avions demandé la retraite à 65 ans. La retraite à 64 ans nous semblait, de ce point de vue-là, aller dans le bon sens, même si, bien sûr, sur le contenu du texte, il y a tant à redire et nous avons dit énormément. Mais vous êtes divisés, vous les Républicains. Mais sur l'immigration, moi, simplement, ce que j'ai envie de dire, les Républicains ont posé carte sur table. Ont mis toutes leurs propositions sur l'immigration. Mais c'est pas à prendre ou à laisser, il y a de la négociation possible. Si ils veulent travailler avec les Républicains, qu'ils en fassent la démonstration et qu'ils rejoignent nos propositions, qu'Emmanuel Macron convainque ses députés et rejoignent nos propositions pour faire adopter un texte qui est ambitieux pour le pays. Et si on met quelques réformes clés sur la table, immigration, compte public, etc., et que sur tout ça, il y a un accord, on pourrait penser à un pacte LR majorité? Mais c'est pas une question de pacte, parce qu'un pacte, c'est des accords électoraux qui... Pas forcément électoraux, mais on se dit, voilà, il y a 4 chantiers de réforme pour les 2 ans qui viennent. Mais on a notre cap, et c'est ça qui est important. Au LR, on a notre cap. Sur l'immigration, on a nos propositions, toutes sont établies. Sur la dépense publique aussi. Nous avons été les premiers à mettre aussi sur la table la nécessité d'un pacte bureaucratique pour réduire ces normes qui coûtent excessivement cher. Vous avez par exemple, et un travail particulièrement fourni et fouillé de Véronique Louwagie, qui est une de mes collègues dans le groupe Les Républicains, qui a fait un travail disant que 7 millions de centimètres carrés étaient aujourd'hui vides. Donc vous avez une bureaucratie qui bloque et vous avez des mètres carrés publics qui ne sont pas utilisés. Donc il y a vraiment des sources d'économie très importantes. Ça, c'est les Républicains qui les mettent sur la table. Donc charge au gouvernement de les reprendre. Un mot très bref pour finir. La reconstruction du parti Les Républicains depuis l'élection d'Éric Ciotti va dans le bon sens? Ah bah clairement. Le parti va mieux? Le parti, en tout cas, oui, va mieux, je le crois profondément, parce que nous avons trouvé un cap, nous avons déployé des moyens, un média, des moyens de réflexion en développant un think tank. Il manque un présidentiable. Mais les choses se feront en temps et en heure. Mais le principal, c'est que on remette au cœur des Républicains le militantisme et que les Français aient envie de s'investir au sein des Républicains pour l'alternance à Emmanuel Macron. Eh bien, Anne-Laure Blin, merci. Bon 14 juillet et bonnes vacances. Merci à vous. Merci, on va retenir, il faut aujourd'hui une vraie politique gouvernementale. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Michel Tedoldi, auteur d'un pacte avec le diable. Un ouvrage passionnant sur les savants nazis récupérés par la France en 1945. On verra ça demain. Merci. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.